Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici, sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Salut Océane, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode qui tombe d'ailleurs le 7 avril, qui est, je vais le dire, le jour de l'anniversaire de ma grand-mère. Alors mamie, je te passe un petit coucou, j'espère que tu me vois de là-haut. Ça, c'était mon petit moment perso. Et qui est aussi la journée mondiale de la santé. Et c'est aujourd'hui ce dont on va parler. Mais voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Parfait. Eh bien, bonjour Charlène. Je suis ravie aussi de partager ce moment avec toi. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait et qu'on le préparait. Je m'appelle Océane, j'ai 41 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Donc pour moi, l'idée de cette participation, l'idée de ce podcast, c'est vraiment pour moi de partager un maximum mon expérience et mon parcours de santé, bien évidemment, parler de pathologies qui sont parfois méconnues ou tabous, et dans l'idée justement de les lever, ces tabous, de pouvoir aider certaines personnes, notamment certaines femmes, qui pourraient souffrir de ces mêmes douleurs, qui seraient dans des situations semblables ou similaires à la mienne. Merci pour cette introduction. Tu as cité plusieurs mots. Tu as cité le mot tabou, tu t'en doutes, qui m'est cher. Tu as cité aussi celui de pathologie. Et je me souviens que quand on en avait échangé en off, je t'avais dit t'es une battante de la santé, parce que waouh, au plus tu me racontais ton parcours et au plus je me disais mais c'est pas une, c'est pas deux, mais c'en est plusieurs qu'elle a affronté et chapeau en fait, chapeau de t'avoir là devant moi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on se disait ensemble juste avant de commencer cet enregistrement. Du coup, est-ce que tu veux nous partager un petit peu c'est quoi ces soucis de santé, c'est quoi ce 1, bien sûr, je suis là pour ça, et la suite un petit peu jusqu'à finalement aujourd'hui. Ça marche. Pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai rencontré un médecin qui va me suivre là sur un nouveau protocole, qui me disait qu'il était estomaqué, parce que quand il a vu mon dossier, il s'attendait à recevoir quelqu'un de beaucoup plus abattu. Voilà. Et quand il a, suite à la consultation, suite à nos échanges, il m'a dit franchement chapeau. C'est garder cette force de caractère, c'est ce qui va vous aider en fait. Et effectivement, c'est toujours appréciable de l'entendre, parce que à force de les cumuler, les pathologies, je vais pas dire qu'on y fait plus attention ou qu'on les minimise, mais on se rend pas compte de l'impact de ce parcours santé, quoi. Ça change pas les événements, mais je dirais ça remet du baume au cœur. C'est ça, exactement. Ça fait du bien de l'entendre. Voilà. Donc au niveau des pathologies, donc pour faire court, simple et pour aller à l'essentiel, donc j'ai une maladie de Crohn depuis l'âge de 20 ans à peu près, une forme qui n'est pas forcément la plus simple ou la plus facile. Alors je sais pas s'il y a des formes plus sympas que d'autres, mais disons que moi j'ai une forme fistulante, donc c'est une forme qui peut donner au niveau des intestins des petites fistules, donc c'est une espèce de petites ramifications qui vont s'inflammer, et ces petites ramifications vont aller s'aboucher à la peau ou à un organe et donner des abcès digestifs, qui malheureusement, va falloir traiter, et donc pas simple. Dans le package des maladies auto-immunes, j'ai également une spondylarthrite ankylosante, pathologie de la famille des rhumatismes inflammatoires qui donne des douleurs articulaires assez importantes. Se rajoute à ça de l'endométriose depuis toute jeune, qui m'a valu une hystérectomie il y a 3 ans de ça.
Est venu se greffer à ça également un syndrome de congestion pelvienne. Donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, ce sont des varices. On n'en a pas que dans les jambes. Ce sont des varices qui viennent se loger dans le bas-ventre, dans la zone pelvienne, et qui, pareil, peuvent s'inflammer, toucher certains organes comme l'utérus, la vessie, et qui peuvent descendre jusqu'au niveau de la vulve parfois et être très douloureuses. Ce qui m'a valu aussi 2 interventions pas simples. Et à quoi je rajoute, alors je sais pas si je les mets par ordre d'importance, mais voilà, j'ai également un problème d'oreille interne qui entraîne régulièrement des vertiges. Donc quand il y a des crises, c'est pas terrible. Et également un syndrome de Raynaud. Pour ceux qui connaissent, c'est un problème circulatoire qui touche les extrémités. Donc le sang ne circule pas bien et les extrémités deviennent blanches, le sang ne circule plus, c'est douloureux, il faut se réchauffer. Voilà. Je pense que du coup, les auditeurs et auditrices peuvent comprendre pourquoi je disais que quand tu m'as expliqué ton propre parcours, je me demandais quand arriverait la fin de la liste, en fait, d'une certaine manière. Mais je pense qu'on y est, j'espère, de tout cœur, qu'elle ne s'allongera plus. Je te le souhaite de vive voix et de tout cœur, clairement. Et du coup, la notion qu'on avait envie d'aborder, comme les auditeurs et auditrices le savent et comme on l'a partagé ensemble, mais moi, je vois vraiment cette notion de deuil au sens large et donc, du coup, tout changement est un deuil. Et derrière le mot changement, un changement de santé, une maladie, une pathologie, une difficulté, un diagnostic plus ou moins important. J'ai envie de dire qu'importe, cette importance, elle est propre à chaque personne, propre à chaque parcours, vient nous créer ce que moi j'appelle un peu un deuil de la santé idéale. Ça fait écho à quoi, ou peut-être sur ton parcours, est-ce que peut-être t'as posé ce mot de deuil à un moment en disant je dois faire le deuil de ma vie d'avant, je dois faire le deuil de ma santé d'avant, ou est-ce que c'est pas ce mot-là qui est venu, mais peut-être les notions derrière étaient les mêmes? Comment ça a cheminé pour toi, cette notion-là? Alors j'ai pas tout de suite mis le mot deuil. Dans les premiers temps, j'étais jeune, donc dans les premiers temps, c'était un peu pas du déni, mais bon, je fais avec. Voilà, je fais avec, j'ai mes petits traitements dans mon coin, j'en parlais pas vraiment. Voilà, et j'avais envie de vivre ma vie à fond, mon travail. Voilà, j'avais fait des études pour un travail qui me plaît, donc j'avais envie de me donner dans mon travail. Voilà, j'avais envie de profiter de ma jeunesse, de mes amis, de mes sorties, de mon conjoint, de mes activités à côté. Et c'est vrai que j'avais tendance moi-même à minimiser les premiers symptômes. Les premiers soucis, quoi. À chaque fois, quand ça n'allait pas, je retournais voir la spécialiste, la gastro, je disais, ça va pas, voilà. Mais j'en parlais peu, quoi. Donc, plus cette notion d'espoir, de ça va aller, on va trouver des solutions, et ok, c'est un peu chiant, mais voilà. Ça va le faire, quoi. Oui, j'avais pas encore, j'avais pas conscience, et j'ai envie de dire heureusement, à ce moment-là, peut-être, de l'ampleur ou de la forme que ça pouvait prendre. Donc oui, non, il n'y a pas du tout de notion de deuil à ce moment-là. C'est tout. On va s'adapter, on va faire avec. Voilà, c'est plutôt comme ça que je l'ai envisagé. Et je pense que c'est lié aussi à mon tempérament. Je suis quelqu'un de très positif, je suis très active. J'ai du mal à rester en place. Voilà, donc il a fallu réinventer ce rester en place. Sûr. Mais j'aime beaucoup ce mot, réinventer. C'est faire différemment. Il y a des choses qu'on peut plus faire. Et peut-être est-ce que c'est à partir de ce moment où tu disais un peu ce mot déni à justement là juste avant dans tes propos. À l'inverse, je vais dire cette prise de conscience. Est-ce que c'est au moment de cette prise de conscience de certaines choses qui allaient être différentes ou qui étaient différentes, peut-être de choses que tu ne pouvais plus faire ou plus faire comme avant, qu'il allait falloir réinventer et faire autrement? Est-ce que c'est là peut-être que cette notion de deuil a pointé le bout de son nez finalement? Pas encore, parce que les grosses difficultés, les premières difficultés, elles sont arrivées il y a 10 ans maintenant, où j'ai eu mon premier abcès avec fistule digestif, où là ça a été très compliqué. Il a fallu m'opérer 2 fois à 3 semaines d'intervalle. Donc d'abord pour traiter l'abcès qui était au niveau anal, qui était très douloureux. Il a fallu poser un drain que j'ai gardé plusieurs années. Et pareil, là je me suis dit ça va aller. Et en fait, ça n'a pas été. Donc, j'ai commencé tout doucement à me dire, Et à l'époque, j'avais beau essayer de me convaincre que ça allait aller, je souffrais terriblement.
Donc d'un côté, j'essayais de prendre sur moi et j'avais ma fille qui avait 7 ans à l'époque qui me disait « Mais maman, je vois, t'es toujours pas comme avant ». Et donc ça vous prend aux tripes. Hein. Et d'un autre côté, j'avais beau dire au médecin qui me suivait « J'ai mal, faites quelque chose ». C'est quoi ? Pourquoi j'ai si mal ? Et on me disait « Non, il y a rien ». Donc toi, t'avais mal, voilà. Mais on n'arrivait pas à dire ce qu'il y avait. Non. Justement, ça peut nous amener peut-être aussi sur ce sujet-là, c'est la notion des soins, en fait. Je vais le mettre au sens large, hein, des soins, qu'importe le type de médecin. Mais justement, cette notion des soins où, au départ, peut-être, ou à un moment, justement, de ton parcours médical, tu t'es pas senti écoutée, prise en considération, légitimée dans tes douleurs, justement, c'est ce que tu dis là. Et que finalement, ce que tu disais, c'était pas... On en parlait juste avant en off, mais comme si, tiens, j'ai rien à faire aujourd'hui, je vais m'inventer une maladie, quoi. Je vais m'inventer une bonne douleur, alors que non, j'avais qu'une envie, c'était de reprendre ma vie d'avant, mes activités. Et non, j'avais cette douleur poignante et lancinante qui me transperçait l'entrejambe, hein, faut être clair. Donc à l'époque, ma gastro-entérologue très à l'écoute m'a envoyé voir un médecin de la douleur qui m'a dit que je n'avais rien, que c'était dans ma tête. Et donc là, oui, à force, je me suis convaincue, hein, c'était il y a un petit peu plus de 10 ans que c'était dans ma tête. Et donc à force de médicaments et de ténacité, je ne sais même pas comment, les derniers médecins que j'ai vus m'ont dit « Mais waouh, on ne sait pas comment vous avez fait ». J'ai réussi à faire taire cette douleur quelques temps. Alors qu'il y avait bien quelque chose, puisque tu nous as cité justement les mots et les diagnostics. Je citerai là un petit peu plus tard le mot, puisque moi je ne l'avais pas à ce moment-là et je ne le connaissais pas. Mais quand on me disait non, il y a rien, c'est dans votre tête. Psychologiquement, vous devez sûrement avoir du mal à accepter ce drain. C'est pas une opération simple. C'est une partie du corps assez intime. C'est tout. Hein. J'ai pris les médicaments et je me suis convaincue que c'était moi. Et tu dis justement, je dirais après ce mot, à quel mot tu penses ? La douleur, le mot qu'on a mis sur cette douleur. Le fait de poser un réel diagnostic et qu'on te dise, oui, il y a bien quelque chose, peut-être qu'on n'avait pas vu, on n'avait peut-être pas regardé au bon endroit, peut-être pas de la bonne manière, enfin, qu'importe, mais en tout cas, la douleur était réellement là et on pose le mot dessus. Et donc, du coup, toujours dans cette notion de deuil, est-ce que le fait d'avoir posé un mot, donc on disait, il y avait au départ, ces douleurs qui étaient là, mais ça t'a pas fait poser ce mot deuil. Ensuite, les choses que tu ne pouvais plus faire comme avant, mais ça ne t'a pas fait poser ce mot deuil non plus. Est-ce que le fait de poser le mot sur la douleur, donc de poser un diagnostic, c'est ce qui a acté, c'est ce qui a ancré de ce fait la maladie, et donc c'est avant le diagnostic, c'est avant la maladie nommée, parce qu'elle était déjà là, hein, mais c'est avant la maladie nommée, et c'est après, c'est là où ça t'a permis de poser ce mot deuil ? Oui. Oui, vraiment. Il y a 1 an et demi, alors que on avait traité toute la zone pelvienne, hein, on avait traité mon endométriose, on avait traité la congestion pelvienne. Ça s'était pas très bien passé. J'ai fait une embolie pulmonaire au bloc, j'ai fini en soins intensifs. Enfin bref, on avait tout traité et j'avais toujours ces douleurs atroces. Je ne comprenais pas. Vraiment. Et c'est mon médecin traitant qui me dit « Je pense à quelque chose. Je ne vais pas te dire le mot, je pense à quelque chose. » On reprend rendez-vous avec un autre médecin de la douleur, puisqu'à ce moment-là, je voulais plus voir de médecin de la douleur. Le rendez-vous quelques années auparavant, c'était pas très bien passé. Voilà, on m'avait dit c'est dans votre tête. J'avais eu du mal à accepter ça, alors qu'il y avait quand même, il y avait quand même eu des traumatismes physiques, médicaux qui étaient là. Du coup, je rencontre ce nouveau médecin de la douleur, qui, comme toi, en ce moment, écoute mon parcours avec beaucoup d'intérêt et de bienveillance. Et là, me regarde. Et lui, pour le coup, lui, avec une telle logique, avec tellement de bon sens, me dit « oui, madame, vous avez ça. Une névralgie du pudendal. » Waouh. Et là, je m'effondre intérieurement. Je me dis, enfin, quelqu'un qui m'écoute, et lui, en 2 minutes, il déconstruit tout ce qu'on m'avait mis en tête. C'est dans ta tête, il se passe à ce moment-là tellement de choses. Alors, c'est un
c'est un déferlement d'émotions et de sentiments parce que je suis contente, on a mis un mot, on me prend au sérieux, on me dit que ça va être long mais que c'est traitable, mais en même temps on déconstruit tout ce que j'avais à l'intérieur. Et le fait que on me disait que je n'acceptais pas mon drain et que le jour où on me l'enlèverait, ça irait mieux. Alors qu'en fait, ça a été l'inverse. Ce médecin m'explique bien, bah oui, vous avez fait taire la douleur, vous avez pris sur vous, sauf que le jour où on vous l'a enlevé, donc 1 an et demi avant, comme ça touchait le nerf, en enlevant ce fameux drain, ça a réactivé la douleur, ça a réactivé le feu encore plus, et là, impossible de la faire taire, cette douleur. Elle était là et elle s'est imposée. Et donc là, ça a été à la fois une satisfaction. On entend ce côté... je suis pas folle. Enfin, je sais pas si c'est peut-être des paroles que t'as eues, mais c'est des paroles qu'on peut entendre. Il y a une espèce de... folle, c'est réel, ça existe. J'ai pas... je me suis pas inventé une maladie juste pour le plaisir de m'amuser parce que je m'ennuyais. Donc, c'est crédible. On légitime ma souffrance, on légitime ce que je ressens. Donc, une certaine satisfaction là-dessus. Et en même temps, tout l'autre côté qui fait que... Ah ouais, mais donc du coup, si on me pose ce mot, ça ancre aussi une situation et une réalité avec tout un nouveau pan de réalité auquel j'avais peut-être pas forcément pensé et toute une notion d'adversité, en fait, c'est ça ? C'est ça. Bah oui, parce que du coup, ce que je pensais être la fin de quelque chose... était le début d'autre chose ? C'était le début, en fait. C'était le pire était pas derrière, en fait. Ouais. Là, pour le coup, c'est bête, mais je me disais... est-ce que ça peut être pire qu'une grosse crise de Crohn ? Bah non, j'ai déjà vu ça. Ça pourra pas être pire. Oh, j'ai déjà fait des grosses crises de polyarthrite. Eh ben si, il y a toujours pire en fait. Et ça, je l'ai bien en tête maintenant. Il y a toujours pire. On peut toujours avoir pire que ce qu'on a déjà eu. C'est l'un des enseignements que tu tires de tout ça ? Ah bah carrément. Ouais. Ça carrément. Se sent à travers tes mots, je trouve. Oui. Il faut être... je suis très au clair avec ça. Autant avant, je me disais, ah bah non, j'ai vu le pire et je suis intouchable, il m'arrivera plus rien et je suis forte. Alors oui, je suis forte avec cette notion que, attention, ça j'en ai bien conscience. Ouais. Il y a une certaine perte de... Enfin, ça me fait écho à ça, tu me diras si ça fait... ça résonne pour toi, on parle de cette santé idéale où c'est toujours chez les autres, où c'est toujours dans les films, les maladies, la mort, les difficultés. Ah non, moi, ça va, tout va bien. Une forme de perte de l'innocence aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu de cette manière-là ? Un peu l'innocence de la vie, de dire ils vécurent heureux, eurent des enfants. Ah bah oui, et carrément. Tout ira bien, quoi, tu vois. Carrément. Alors, l'innocence... Alors... Moi, en tant qu'adulte, je dirais pas innocence, mais j'ai arrêté de vivre sereinement. La sérénité, ça fait très longtemps que je l'ai pas retrouvée. En tout cas, je la retrouve petit à petit, mais je l'ai pas vraiment retrouvée. Mais l'innocence, oui, je l'ai vue dans les yeux de ma fille, pour le coup. Ah, c'est intéressant. Ouais, j'avais ma petite fille de 7 ans qui a cru que sa maman allait mourir. Et elle, pour le coup, oui, son comportement a changé et elle a perdu son innocence. Ça, c'est certain. Ouais. Dans quel sens ? Si c'est OK pour toi de le développer. Je me dis, ça peut peut-être aussi être intéressant et servir à d'autres mamans. Dans quel sens ? C'est qu'après, elle a développé des angoisses terribles parce qu'elle s'est arrivée à un âge où elle prenait tout doucement conscience de la mort, bien sûr, de l'état de vie, de l'état de mort. Et du coup, elle avait peur de tout. Quand j'ai repris le travail à l'époque, elle me disait « Ah oui, mais tu travailles à tel endroit, c'est dangereux. Ah oui, mais tu vas être fatiguée, ça me plaît pas. » Ah oui, mais, vous voyez, elle avait tout le temps cette crainte. Son innocence d'enfant, elle l'avait plus. Elle s'inquiétait tout le temps pour moi. C'est encore le cas aujourd'hui ? Beaucoup moins. Beaucoup moins ? Ouais. Quelque chose sur lequel... Elle a 15 ans aujourd'hui, donc on arrive à... On en échange, on en discute. Voilà, elle a... Et puis je pense qu'elle a aussi fait le deuil de sa maman... de quand elle était petite, sa maman qui l'emmenait partout, qui sautait partout, qui faisait le clown tout le temps. Alors oui, je fais le clown différemment. Tu sautes moins haut. Ah oui, ça c'est certain. C'est ça, c'est faire autrement, c'est faire différemment. Voilà, on réinvente. On peut toujours faire, alors parfois on peut plus totalement, plus comme on voudrait, plus comme on aimerait, plus comme on faisait avant. Mais c'est cette notion-là de réinventer. Et je trouve que ça, c'est une clé qui est importante, c'est que parfois on reste attaché à « oui, mais j'avais ça, je veux retrouver comme avant ». Mais ce sera jamais comme avant. Et j'ai même envie de dire que si même tout se passe bien, qu'on garde la santé, qu'on garde nos proches, tout va bien, il y a zéro deuil,
Mais ce sera jamais comme avant, parce qu'on est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, quelqu'un de différent. Donc, il y a toujours cette notion où ça bouge, où ça évolue. Et ce qui a été avant, mais ne sera plus aujourd'hui et ne sera plus demain. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui et demain sera nul. Ce sera différent. Voilà, ni mieux, ni moins bien. Exactement, toujours en mouvement. Et dans cette notion de mouvement, je trouve que ce que tu dis par rapport aux soins, par rapport notamment aussi aux médecins, il y a un peu ce côté ascenseur émotionnel aussi. Oui, je te vois faire oui de la tête là. Ah bah oui, parce qu'il y a quand même eu, dans mon cas, plusieurs années d'errance médicale. Ouais. Donc pas simple, et surtout quand la douleur elle est revenue après le retrait de mon drain, où je passais mon temps en consultation, que ça soit auprès de ma gastro qui me disait non, je suis désolée, moi je vois rien à ce niveau-là, au niveau anal tout est ok, votre fistule elle est réglée, il y a plus rien, même si elle était à l'écoute de ma douleur, on refaisait des examens de contrôle, voilà. Et après au niveau vulvaire, parce qu'il faut savoir que la névralgie du pudendal, le nerf pudendal, c'est le nerf de l'entrejambe. Avant, il s'appelait le nerf honteux. Un tabou dans le tabou. Voilà, exactement. Donc, je vais pas faire de dessin ni de description détaillée, mais je vous laisse un peu imaginer l'état de mon entrejambe. C'était au point parfois de ne plus pouvoir porter de sous-vêtements, d'être obligée de rester chez moi avec un long t-shirt, une chemise de nuit et en position allongée. Tellement c'était insupportable. Et toutes les consultations gynéco, et ça a été les pires pour moi. Parce que au-delà de l'errance médicale, que le diagnostic soit faussé, ça arrive, même les médecins peuvent se tromper. Il y a celui qui fait rien, qui fait pas de... Voilà. Donc à chaque fois, on me disait, parce qu'effectivement, en termes de visuel, ça ressemblait très fort à de la mycose. Étant immunodéprimée, en plus avec mes traitements pour mes pathologies immunitaires, on me dit bah oui, vous avez de la mycose. Oui, c'est de la mycose. On m'a traité, mais à outrance. Et ça faisait pire en fait. C'était pire parce que ça me décapait complètement la muqueuse. C'était infernal. Je disais bah oui, c'est pas grave, on va vous forcer le traitement, ça va aller mieux. Et parce c'était pire. Que empirer à chaque fois. Et j'avais beau dire, je connais mon corps, je sais ce que c'est qu'une mycose. Ce n'est pas ça. La nuit, je dors tranquille. Et on ne m'écoutait pas, en fait. Et c'est pas le pire. Le pire, c'est les soignants qui vont vous dire, qui vont vous remettre en cause dans votre pathologie. Qui vont vous dire, et ça, c'est le pire du pire, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne dites jamais, et ça, je leur demande de tout cœur. J'ai entendu des choses, mais... je pense qu'il faut être armé et solide pour entendre ce genre de choses. J'ai entendu madame, si ça récidive, lavez-vous les mains. Qui dit ça? Faut mieux vous couper les ongles. Celui qui me connaît, dans mon métier, questionner ton hygiène. Oui, mon fait, hygiène. c'est alors ça. que on sait déjà que la mycose, c'est tout sauf la pathologie des gens sales, bien au contraire. Celui qui me connaît bien sait à quel point je me désinfecte les mains tout le temps. Enfin voilà, on vient vous interroger, faut mieux laver vos sous-vêtements. Et du coup, on te remettait en cause dans ma propre... En gros, c'est de ta faute, quoi. C'est de ma faute, voilà. Faut faire attention et puis ça ira mieux, quoi. Voilà, je devenais complètement folle et parano. Est-ce que je lavais mes sous-vêtements à part avec des... C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu y as cru? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit... mais comme tout le monde, sacralisation du médecin. Mais c'est ça, sacralisation du médecin. Il a raison. Donc, et même ici, je devenais folle. Je mettais mes serviettes de toilette à part. Je faisais attention à ce que mon mari et mes enfants n'y touchent pas. Je lavais mes sous-vêtements à part avec des lessives. Est-ce qu'il n'a rien arrangé? Bien sûr que non. Non. Je repassais mes fonds de culotte en me disant, au moins, il y aura plus de bactéries, plus rien dedans. Ouais. Je devenais complètement folle. Ça ne changeait rien. Jusqu'au jour où, effectivement, il y a un peu plus d'1 an maintenant, où j'ai rencontré ce fameux médecin qui m'a dit, stop, vous arrêtez tout ça, ça n'a rien à voir. Vous avez ça. Il y a une question qui me vient, parce que comme tu disais tout à l'heure, voilà, je vais pas faire un dessin. On est quand même dans des zones qui sont intimes, enfin, clairement vachement intimes. Je te disais le tabou dans le tabou, parce que, voilà, clairement, c'est intime. Et il y a une question qui me vient, et je sais que ça fait sens aussi avec d'autres échanges qu'on a pu avoir ensemble, c'est que... Ma pudeur ? Ouais. Alors, je l'ai pas mise de côté, je l'ai enterrée.
Ouais, la notion de pudeur, la notion de... Du coup, c'est pas visible, c'est caché. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je te croise dans la rue, je me dis, elle va bien. Hein, elle va bien, en plus, elle sourit et tout va bien. Ce qui veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose. Et je pense aussi notamment, alors là, on parlait de la compréhension du secteur, on va dire plutôt médical. Il y a un point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était la compréhension du secteur des proches, des amis, de la famille. Est-ce que un peu les retours que tu pouvais avoir du secteur médical, en gros, faites attention, hein, grossièrement, c'était ça. Est-ce que tu avais un peu les mêmes retours de tes proches, de la famille, ou est-ce qu'il y avait ce manque de prise en considération, sans dire qu'ils étaient méchants ou qu'ils voulaient pas l'être? C'est que souvent, on sait tellement pas quoi faire qu'on en devient clairement maladroit dans ces situations. Est-ce que c'était un peu le scénario ou pas du tout? Non. Avec ma famille, avec mes proches, donc mon mari, mes parents, ma sœur, ma tante, voilà, ma fille, mes bonnes copines, non. Non. Là, il n'y a jamais eu d'incompréhension, ou même une ou deux bonnes collègues qui étaient au courant de la situation. Non, j'ai jamais eu... J'ai toujours été comprise, puisque c'est des personnes que j'ai dans mon entourage depuis très longtemps, et qui savent, qui me connaissent, qui connaissent la force de caractère que j'ai, de quoi je me suis relevée. Non, pour eux, la douleur était réelle, et voilà, fallait on allait trouver, mais j'avais pas de... Après, oui, hein, dans l'entourage un petit peu plus éloigné, oui, pareil, hein, comme... mais j'ai eu des petites réflexions, effectivement, du genre, oh, bah ça va, t'es maquillée, oh, bah ça va, t'as bonne mine, ah, bah ça va. J'ai eu aussi, oui, bah tu sais, il te manque pas un poumon. Hein. Mais des gens bêtes et maladroits, il y en aura toujours. Et si on s'arrête à ça, bah on n'avance pas, en fait. Donc, ces gens-là, moi, j'ai pas envie de leur donner mon énergie. Surtout pas. J'en ai déjà peu. J'en ai beaucoup moins qu'avant. Et j'ai envie de la garder pour mes proches. J'ai envie de la garder pour des bonnes choses. Et surtout pour des choses et des personnes qui en valent la peine. Donc, ça a été un soutien pour toi, ces proches, justement, comme tu dis, amis, famille, où il y a une confiance mutuelle, je le dirais peut-être comme ça, une confiance mutuelle où ça a été un réel soutien de te dire, ils sont pas médecins, mais eux, ils me croient, et ils me soutiennent, et ils entendent ma douleur, et ils la remettent pas en question ou en considération. Et au contraire, ils me disent, il faut qu'on trouve, on va t'aider à trouver, peut-être chacun à notre manière, ou en tout cas être à tes côtés pour te donner de l'énergie. Et à l'inverse, des personnes qui étaient peut-être de base, des proches, peut-être un peu moins proches, mais qui sont plus proches du tout, a priori, de ce que je comprends aujourd'hui. Mais je leur en veux pas, hein, c'est tout, on est juste plus proches. Ouais, bien sûr, qui ont amené en fait des fins de relations amicales, en fait, c'est ça? Oui. Des tris, il y a des... Et puis, mais c'est pas grave, parce que comme on le disait tout à l'heure, la vie, elle est en mouvement permanent, mais ça a créé d'autres liens avec d'autres personnes. J'aime bien cette notion-là. On disait réinventer juste avant. En fait, c'est ça, c'est aussi parfois réinventer certaines relations. C'est peut-être réinventer le travail. On pourrait y venir aussi juste après. Mais il y a plein de choses qui se réinventent. Et je voulais juste rebondir sur cette notion de pudeur, parce que justement, c'est des zones, comme on disait, qui sont intimes, où on est dans une société où le regard des autres, ça se travaille. Il essaye tout doucement de prendre un peu moins d'importance. Mais bon, soyons honnêtes, il est quand même encore bien là. Comment t'as réussi à gérer ça? Je l'ai pas géré. J'ai fait avec. Ouais. Ça, je gère pas ça. Parce que je suis pas responsable, en fait, moi, de la bêtise, entre guillemets, des autres. Parce que pour moi, c'est de la bêtise, tout simplement. Donc, je l'ai pas géré, j'ai fait avec. Et de par mon métier, je pense que je suis quelqu'un de très observatrice. Et donc, j'ai simplement mis en place des stratégies. J'ai été plus distante avec les personnes qui avaient tendance à juger ou à être... ou même parfois en rigoler. Enfin, tourner à la dérision. Hein. J'ai eu une réflexion un jour de quoi? Toi, t'es en invalidité 1? Comment t'as fait? Et là, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Et moi, je suis partie. C'est ma bonne collègue qui était à côté de moi qui lui dit, mais enfin, mais ça va pas ou quoi de dire un truc pareil? Enfin, elle est malade.
Et moi, je suis partie dans un fou rire, mais un tel fou rire, mais nerveux. Vous voyez, où je m'en suis mise à pleurer. Rire jeune, quoi. Voilà. J'ai commencé par un fou rire de nerfs qui s'est transformé en larmes, et puis je suis partie. Parce que j'avais rien à répondre à une bêtise pareille, en fait. J'avais envie que la personne, elle se rende compte d'elle-même de la connerie qu'elle avait pu dire. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas ou pas. J'ai pas cherché à savoir, en tout cas. Et justement, dans ce que tu dis, en fait, comme on disait, cette notion de réinventer, on parlait d'énergie avec, de l'énergie que je décide de ne plus donner, de ne plus accorder à certaines personnes pour qui, ça résonne pas et avec qui je me sens peut-être moins comprise. Et du coup, je la réinvestis ailleurs sur mes proches. Tu parles du travail aussi. En fait, dans ce que je ressens, c'est que finalement, tout ce parcours médical avec toutes ces embûches, cet ascenseur émotionnel, ces hauts, ces bas, ces douleurs, ces traitements, ces incompréhensions, parfois ces satisfactions à être comprise, par exemple avec ce dernier médecin. Mais finalement, ça t'a quand même permis de revoir un peu ta vie et de remettre les priorités, ouais, c'est ça, c'est cette notion là. Ouais. Ah ouais, carrément, c'est vraiment la notion de priorité. À un moment donné, septembre dernier, donc lors de ma deuxième intervention pour la congestion pelvienne, deuxième passage au bloc, en ambulatoire, mon mari est dans le couloir, donc c'est censé se passer très bien. Et en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Mes veines sont très tortilleuses. Ce qui était prévu de se faire ne peut pas se faire. Donc, on me propose d'injecter un système de colle qui va adhérer aux parois de la veine et va la boucher. Je dis OK. Parce que je suis consciente au bloc opératoire, donc j'accepte. C'est pas de ma faute, c'est pas de la faute du médecin. C'est il y a un échange, tout se passe bien dans le bloc. Je suis avec un super médecin qui m'a déjà opéré une première fois, sauf que le sort s'acharne sur moi et la colle ne tient pas. Et ça fait un feu d'artifice et ça part dans mon système sanguin et ça part dans mes poumons. La colle glue va se mettre dans mes poumons. C'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. À ce moment-là, je me retrouve avec un tas de médecins autour de moi. Je comprends qu'il se passe quelque chose de pas normal. Toujours consciente? Toujours consciente. Ouais. Plein de monde arrive autour de moi, alors qu'on était au départ 3. Le médecin, l'infirmière et moi. On m'avait demandé la musique que je voulais écouter. Enfin, ça se passait très bien dans une super ambiance. Je me disais, on va me soulager d'une douleur, en tout cas. Et puis, il y a plein de personnes qui arrivent autour de moi. J'entends alerte, code machin. Je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? J'entends vite, vous appelez le cardiologue. Là, je me retrouve, on m'enlève ma blouse, je me retrouve tout nue. Il y a 5-6 personnes autour de moi. On me ramène le scanner. Je me dis, ah là là. Et là, on me dit, madame, vous avez mal où? Vous avez mal où? Vous avez mal où? Et en fait, j'ai mal nulle part. Mon corps y est anesthésié. Parce que je comprends qu'il s'est passé un truc grave. Et en même temps, je ne sais pas quoi. Enfin, là, je sens plus rien. Je sens ma tête, là, jusque là. Et le reste, il y en a plus. Je sens plus mon corps. Et au point, je tremble. Et la seule réaction que j'ai, c'est de dire, je dois avoir mal où? Parce que je sais pas où j'ai mal, en fait. Je comprends qu'il y a quelque chose de grave. Et en même temps, je pense à mon mari, je le vois assis dans le couloir. Et on me dit, il est où votre mari, madame? Il est où? Et donc, j'explique. Il est dans le couloir. Il est habillé comme ça. C'est lui. Je pense à mes enfants. Je me dis non, je peux pas. J'entends soins intensifs. Oh là là. T'as eu l'impression que t'allais mourir à ce moment-là? Peut-être. Je me suis dit, il se passe quelque chose en fait. C'est risqué, quoi. C'est risqué. Ouais. J'ai eu peur. J'ai eu très peur et j'ai vu aussi la peur sur le visage de mon conjoint. Ouais. Après coup, du coup? Oui, après, parce qu'il a pas pu venir me voir tout de suite. Enfin, on s'est croisés dans le couloir, parce que là, j'ai dit... En fait, j'ai eu très peur de mourir entre le moment où je sortais du bloc et le moment où on m'emmenait aux soins intensifs. Et donc, j'ai eu juste le temps... le personnel médical est allé chercher mon mari. Et donc, il a eu juste le temps de me donner la main. 2 minutes. Je lui ai expliqué, je crois, brièvement ce qui s'était passé. Mais je voulais le voir. Je me disais, non, c'est pas possible, pas comme ça. Ouais. On peut pas se quitter sur un bon à toutes, Et je me revois le matin à ma porte d'entrée faire un petit cœur à ma fille en disant allez, ce soir je reviens, je suis en forme. Voilà. Et là ça a été compliqué et donc c'est pas tout de suite sur l'instant, j'étais tellement chamboulée, c'est après où là j'ai pris conscience qu'il allait falloir remettre les choses remettre les priorités dans l'ordre. C'est à ce moment-là que j'ai compris en fait. Donc ce qui est assez récent.
Au vu de tout ton parcours médical. Oui, c'est vraiment là, parce qu'il y a encore 1 an et demi de ça, pour rien vous cacher, au mois d'août l'année dernière, je voulais encore postuler sur un autre poste au niveau de mon travail. Alors que j'étais déjà dans un état, mais je vais pas dire que j'étais dans le déni, mais je me disais ça va s'arranger en fait, on va me trouver, je vais bien finir par trouver. Tout à l'heure, cet espoir, cette envie, et le fait que on sent aussi que t'es une battante, que t'as je disais tout à l'heure, une battante de la santé, t'as cette personnalité là aussi, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre et découvrir de toi. Et du coup, quelle priorité, qu'est-ce que ça a changé peut-être à partir de ce moment-là? Est-ce que c'est des choses des grandes choses, des grands changements, ou est-ce que c'est plus parfois on dit parfois le diable se cache dans les détails, et justement c'est parfois les petites choses qui font les grands changements? C'est ça. Ouais. C'est remettre, laisser un petit peu le travail de côté, y penser un peu moins. Donc vraiment passer le relais et se dire stop, on va se décharger mentalement de ça, passer un peu plus de temps avec mes enfants. Et sur des détails, pareil, mais faire un peu plus de coloriage avec mon fils, faire un peu plus de shopping internet avec ma fille. Passer du temps avec eux sur ce qu'ils aiment, ce que je faisais moins, parce que forcément, j'étais au travail toute la journée et quand je rentrais, j'étais éreintée. Parce que j'avais cette douleur qui était là, et de toute façon, je le disais tout le temps à mon médecin traitant, si je m'arrête, je me relève plus. Tellement je souffrais. Donc je m'arrêtais plus. Je voulais pas m'arrêter parce que je savais au fond, il y avait, vous voyez la petite, je savais au fond de moi que si je m'arrêtais, ça allait être compliqué. Et tu t'es arrêtée depuis? Bah oui, il faut à un moment donné. Voilà, tout. Donc il y a eu cette embolie qui est assez rare, qui se passe en septembre l'année dernière. Et quelques semaines après, je rencontre ce fameux médecin qui sait mettre un mot sur mes douleurs. Donc tout ça, vous voyez, le fait tout ça, ça m'a permis de me dire, allez, on pose les choses. J'avais même mon petit carnet à ce moment-là. Et j'écrivais, parce que j'avais besoin de remettre les choses à plat. Un nouveau départ, en fait. Peut-être pas un nouveau départ à ce moment-là, mais qu'est-ce que je remets au centre et sur quoi je mets mon énergie. Et sur quoi j'en mets plus du tout, pour l'instant en tout cas. Ouais, bien sûr. C'est pas des choses que j'abandonne, c'est pas des choses que je ne veux plus voir parce que j'ai aucune colère, animosité ou voilà, c'est sur quoi je me concentre. Voilà. Et ça a été important et je pense que ça c'est important de l'entendre et pour tout le monde même. Et pourtant c'est très difficile à faire. Je suis bien placée pour le savoir. Mais au bout de quelques temps, on se rend compte que ça fait un bien fou et pas qu'à soi, à tout le monde. On voit son entourage, du lien, c'est ce que j'allais dire, le lien, en fait, le lien aux autres. Tu parlais de tes enfants, de ton conjoint, de tes proches, de réinvestir ce lien. Tu disais passer du temps, je dirais même prendre du temps, profiter du temps que parfois on oublie que peut-être on n'aura pas demain, même si je le souhaite à toi, à moi, à chacun, chacune qui peut nous écouter, mais potentiellement on l'aura pas demain. C'est ça. Moi j'ai compris l'année dernière que peut-être qu'à un moment donné tout peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain avec une petite intervention. Vu les interventions que j'avais pu avoir avant, pour moi c'était ordinaire. C'était une intervention facile. Simple, voilà, bien sûr. Non, en fait, on n'est pas grand-chose et on peut vite passer de l'autre côté. Sauf que moi, j'avais décidé que non, pas ce jour-là. Et justement, peut-être dans tout ça, donc cette notion de priorité, cette notion de prendre le temps, d'accepter aussi peut-être de s'arrêter, de revenir à soi aussi, de garder cette énergie pour soi et pour les proches, d'accepter que les choses changent. Voilà, c'est toutes ces notions-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres enseignements, d'autres compréhensions, j'aime pas le mot leçon, mais d'autres enseignements et d'autres compréhensions que tu as pu avoir, que tu as aujourd'hui, je dirais peut-être autant depuis 1 an et demi, quand là tu nous en parles, ou peut-être même de tout ce parcours médical. C'est la première question. Et puis la deuxième, c'est peut-être qu'est-ce
Qu'est-ce qui t'a aidé? Donc, on l'a bien compris, les proches, prendre le temps aussi, remettre en place les priorités. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé aussi sur ce chemin de reconstruction? Ouais. Et qui t'aident encore, d'ailleurs? Et qui m'aident encore. Il y a deux choses qui m'aident en plus de tout ça, mais qui sont venues se greffer, que je n'avais jamais fait avant parce que pour moi, en parler, c'était on va reparler, on va écouter les gens se plaindre. Voilà, j'avais pas envie d'en parler avec des gens qui vivaient ou qui pouvaient vivre les groupes de parole, ce genre de choses. C'était pas du tout mon truc. Moi, si j'avais envie de parler, c'était pour parler de choses qui faisaient du bien, voyez. Parler d'autres choses. Parler d'autres choses. Et puis, je me dis, bon, allez, je vais tenter. Je m'inscris sur des groupes. Groupe Facebook? Ouais. Ok. Pour aller voir un peu ce qui s'y passe. Donc, effectivement, au départ, beaucoup de gens qui se plaignent, mais qui n'ont pas vraiment ce diagnostic encore. Certains l'ont, beaucoup ne l'ont pas. Ils ont des douleurs. Ils décrivent certaines douleurs, alors qui sont peut-être que je minimise pas du tout. Mais voilà, beaucoup de gens se plaignent et j'ai du mal avec ça et bon. Et je discute quand même avec une ou deux personnes, voilà. Et on a des similitudes, des symptômes communs, voilà. Et puis au bout de quelques semaines. Ouais, au bout de quelques semaines, il y a une des personnes du groupe qui me dit tiens, je me suis rendu compte qu'on est 3 nanas du 59 à avoir un peu les mêmes symptômes. Est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un petit groupe à part et on discute toutes les 3? Bon, oui, pas de toute façon, j'avais rien à perdre. C'est ce que en fait. Rien à perdre. Sur le coup, je me dis qu'est-ce que j'ai à y perdre? Rien. Je quitte le groupe, quoi. Bah oui. Et en fait, là, va se créer un truc génial. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté et qui m'apporte encore aujourd'hui puisqu'on est toujours en contact. Donc j'ai le droit de citer leurs noms, Émilie et Laurence, que j'embrasse très très fort. Un coucou à elles. Ouais, mes copines de galère que ma fille va surnommer les mamans guerrières. Elle me dit elles sont comme toi, vous êtes des mamans guerrières. Parce que on a donc on l'a surnommée notre mère d'Algie. Et on trouve que ça porte bien son nom, cette mère d'Algie. Et on a la même façon de voir les choses. On lâche rien. Voilà, on n'est pas dans la plainte, on n'est pas. Et puis au-delà, on se comprend surtout. Elles ressentent. Vous voyez, si on a une qui dit j'ai ça, il n'y a pas besoin d'expliquer en long, en large, en travers, contrairement à nos proches qui ne peuvent pas ressentir cette douleur, même s'ils sont pleins d'empathie. Elles peuvent. Et je pense qu'elles disent la même chose des deux autres. On a ce ressenti-là, toutes les 3, qui est très fort, qui se disent, où on se dit, elles ressentent, elles savent ce que je vis. C'est important, merci de le préciser, parce que on en parle souvent dans le cadre du deuil, dans le sens d'un décès, où on va aller trouver des groupes de parole, où on va se retrouver avec d'autres personnes qui ont vécu, qui le vivent à leur manière, mais qui vivent le même type de deuil, la perte d'un parent, la perte d'un enfant, une perte par suicide, mais où chaque histoire est unique, comme ton histoire est unique par rapport à ces deux personnes, mais où il y a des compréhensions qui permettent en fait de se sentir pris en considération, écouté, aidé, soutenu, au-delà des proches qui, comme tu le dis, ont plein d'empathie, ont plein de bienveillance, ont plein d'amour à revendre, mais qui parfois, en fait, ressentent pas cette douleur, même si on peut dire, je comprends, j'imagine, je compatis. C'est ça. Mais, oui, je compatis, mais je la ressens pas. C'est ça. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, je pense que qu'importe la difficulté qu'on vit, en réalité, on peut trouver des personnes qui nous ressemblent. Mais je pense à plein de types de situations, même du quotidien, un divorce, une séparation amicale. Tu parles des groupes Facebook, ça en fait partie en fait. Vous pouvez trouver des gens, et il n'y a pas besoin d'avoir 1000 personnes sur le groupe, La preuve en est, c'est que tu as créé un petit groupe de ce grand groupe qui était de base, et parfois rien qu'une ou deux personnes, parce que moi j'aime appeler des personnes ressources en fait, c'est réellement aidant, et je dirais même propulsant sur ce chemin en fait. Ah mais carrément, je crois que on se tire mutuellement toutes les 3 vers le haut, et puis on se donne des conseils, que ça soit au niveau des médecins, des soins, alors on a des petites, on a des similitudes, mais on a aussi des choses différentes, donc
Et puis on arrive à prendre des nouvelles de l'autre parce qu'on comprend l'examen qu'elle va passer et ce qui va se passer derrière et les enjeux. C'est hyper important et ça a un impact qui est hyper positif et qui fait du bien. Et puis la deuxième chose aussi, c'est les soignants que j'ai pu trouver. Les personnes qui m'accompagnent, donc que ça soit dans le médical, le paramédical. Oui, j'ai mal et on va trouver et je vais m'entourer des bonnes personnes, mais j'ai un super médecin traitant. J'ai rencontré 2 médecins de la douleur qui sont fantastiques, dont un la semaine dernière, comme je disais tout à l'heure, qui m'a dit « mais cette force de caractère, moi vous m'épatez ». Et au niveau médecine douce, médecine alternative, paramédicale, j'ai fait 3-4 sages-femmes avant de trouver la bonne, celle qui comprenait mes douleurs, qui était formée à ça. Et puis après, psychologue, kinésiologue, voilà, plein de personnes ressources qui vont m'aider et voilà, c'est réussir à s'entourer toutes ces personnes, je vais pas dire ce noyau, mais en tout cas cette cellule dans laquelle tu te reconstruis voilà. Ça va me permettre d'avancer, quoi. Un terreau fertile pour te permettre justement d'avancer, de te reconstruire. Ça me fait penser justement quand tu dis j'ai dû faire 3-4 sages-femmes avant de trouver la personne, sans dire que les autres sont pas bien ou autre, c'est juste pour une raison ou pour une autre, qu'importe, il y a quelque chose qui fait que ça matchait pas. Et ça me fait penser au témoignage de Sophie par rapport à la PMA, qui disait justement que en fait, on peut changer de médecin. Bien sûr. Si on voit qu'on se sent pas entendu, compris, ça fait pas de cette personne un ou une mauvaise médecin ou un ou une mauvaise soignante. C'est pas ça. C'est juste pour une raison ou pour une autre. On s'en fiche en réalité de la raison. Ça passe pas. Ça passe pas. Juste changer en fait. C'est ça. Et je trouve que ça, c'est important de le dire. C'est en fait, d'une certaine manière, j'ai ne pas désespérer en tête, mais c'est peut-être pas totalement ça. Il y a une part de ça un peu, mais c'est de se dire, ok, si ça marche pas avec telle personne, chacun est différent et ça marchera peut-être avec tel autre. Et de se dire, ok, je peux être acteur ou actrice de ce cheminement, de ce cocon, justement. Je peux peut-être pas contrôler mon corps, je peux pas contrôler tous ces symptômes, mais je peux essayer d'avoir une prise sur ce qui est autour pour permettre d'avoir ce terreau fertile, si je reprends ce mot-là, ou ce cocon qui me permet de me reconstruire avec le plus d'apaisement possible. Le plus possible. Ça veut pas dire que c'est totalement apaisé et que c'est totalement simple. Ça fait écho ? Ah carrément. Ouais. Oui. Et puis, pour la petite histoire des sages-femmes, il y en a une très bien. J'avais envie de la garder. Parce que, voilà, ça matchait, il y avait un échange, il y avait quelque chose. Mais la névralgie du pudendal, c'est tellement spécifique, c'est tellement particulier, que c'est elle, pour le coup, qui m'a dit, si ça vous dérange pas, je préférerais vous orienter sur une collègue qui est encore mieux que moi. Vous voyez ? J'étais un peu... Et effectivement, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux qui m'accompagne depuis un moment maintenant. Mais voilà, et ça aussi, c'est appréciable des soignants qui osent, qui se permettent de dire... il y a pas mieux... c'est peut-être pas mon corps de... C'est ça. Là où je me sens le plus à l'aise, où je serai le plus efficace, je préfère vous réorienter. C'est humble, hein. C'est ça. C'est ça, c'est humble. Il y aurait tellement de choses, je pense, encore à dire, mais voilà, je pense que c'était important de montrer que quand l'adversité, et quelle que soit sa forme, toi, elle a été principalement au niveau de la santé, même si j'imagine que comme tout le monde, t'en as eu d'autres, des types d'adversité dans ta vie. Quand l'adversité, elle nous tombe dessus, c'est un peu ça, c'est que, moi je dis souvent, derrière le pire des orages, derrière la pire tempête, derrière un tsunami, derrière tout ce que vous voulez, le soleil est toujours là. Bien caché. On le voit pas, on l'oublie, on voit juste la pluie et la tempête, mais il est là, il a pas disparu, en fait. C'est juste qu'il est bien caché. Et que, en fait, tout le chemin et tout le travail consiste à aller enlever cette pluie, ces nuages, ce vent, etc., pour retrouver le soleil derrière, que ça prend du temps, que c'est des hauts et des bas avec cette notion d'ascenseur émotionnel qui nous fait revoir notre vie, revoir nos priorités, revoir nos engagements, revoir notre énergie, se réinventer, pour reprendre plusieurs mots et plusieurs thèmes qu'on a abordés depuis tout à l'heure. Et c'était vraiment important pour moi d'aborder cette notion-là avec toi aujourd'hui, en plus de ça pour cette journée mondiale de la santé. Donc je voulais te remercier infiniment, Océane, pour ce partage qui, j'espère, pourra, tu disais en introduction, casser ces tabous, qui participera à sa petite échelle à casser aussi des tabous, à créer un terreau fertile peut-être justement pour certaines personnes, à trouver un cocon et à se reconstruire. Oui, et puis surtout dire à toutes ces femmes qui pourraient avoir des douleurs pelviennes,
lâchez pas. Enfin, c'est pas dans votre tête. Si on a mal, on connaît son corps, on a mal. C'est surtout ça en fait, parce que une douleur ça s'invente pas, on la crée pas pour s'amuser ou parce qu'on s'ennuie. Il faut rien lâcher en fait. Ça c'est vraiment important et c'est d'autant plus compliqué que des fois comme c'est une zone comme on disait intime, on se dit c'est tout, je traite plus, je vais pas consulter, on est un peu gêné, un peu après la pudeur c'est une notion comme une autre, ça se déconstruit, ça se reconstruit. C'est ce que je disais tout à l'heure en rigolant. Je l'ai pas mise de côté, je l'ai enterrée, mais j'ai plus aucun souci à me déshabiller entre guillemets, quoi. Pour moi, si on est dans un cadre médical et que c'est clair pour le soignant comme pour le patient, pour moi, il y a pas de souci en fait. Et oui, choisir son soignant, regarder les avis sur internet ou aller demander à l'entourage. Tiens, t'aurais pas une sage-femme, une gynéco qui serait un petit peu plus douce, plus à l'écoute. Voilà, essayer de faire bouger un petit peu les choses sur ces pathologies pas très connues, et puis on n'est pas seul. Des soignants, il y en a. Faut chercher. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, écoutez-vous, qu'importe la souffrance que vous avez, c'est ça. Qu'importe où elle est localisée, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'importe sa forme, elle est là. Si vous la ressentez, cette souffrance, c'est pas parce que l'autre en face vous dit qu'elle est pas là, qu'elle est pas visible, qu'elle n'existe pas, qu'elle n'existe pas. Au contraire, elle existe. Et dans ce cas, allez trouver les interlocuteurs et interlocutrices qui vous permettront d'écouter cette souffrance afin de parcourir ce chemin. Ça sera ma phrase de conclusion. Encore un énorme merci, vraiment, Océane. Merci à toi. C'est un grand plaisir. Un grand merci. Et puis, je dirais un bon rétablissement, tout confondu. Que du bon et que du beau. Et que doucement, mais sûrement. Voilà. Et que si adversité il doit y avoir, n'oublions pas de se réinventer. Exactement. À très vite. Merci. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés. Et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?